interactions et toutes les formes d'union de vie qui peuvent exister. Donc on dirait à l'État en fait de se dessaisir d'un schéma institutionnel que pour le moment, depuis longtemps, il valorise dans le droit pour y substituer la libre contractualisation des individus. Alors, ça emporte beaucoup de choses, ça emporte la PMA pour toutes, ça emporte la GPA, ça emporte mille et un sujets. On parlera spécifiquement de la GPA juste après. Et du coup, Daniel Borillo, vous qui êtes juriste, sociologue, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette forme de privatisation de la famille qui est très particulière et qui vaut même parfois des inimitiés à gauche, étonnamment. Bonjour et merci pour l'invitation, merci pour être là malgré la journée printanière et le soleil. Donc effectivement, j'ai fait cet ouvrage La famille par contrat, je suis professeur de droit civil, j'enseigne le droit de la famille, et pour vous donner une idée, l'intitulé de mon cours, non, je ne le fais plus, mais quand je faisais les cours à Nanterre, droit de la famille, les cours ne s'appelaient pas droit de la famille, ça s'appelait droit subjectif de l'individu à la vie familiale. En fait, je reprenais l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et je disais qu'effectivement, il fallait commencer depuis la première année, quand on fait les premiers cours de droit de la famille, à penser que la famille n'est plus un modèle, qu'il n'existait pas une vision unique de la famille, qu'il n'y a pas une famille décidée du haut, une famille qui soit donc le monopole de l'État, mais qu'il y a, comme dit la Cour européenne des droits de l'homme, un droit fondamental à la vie familiale. Et c'est pour ça que je parle de la famille par contrat, parce qu'en fait, on peut, je ne sais pas en fait, jusqu'où on peut aller dans la contractualisation familiale, mais du moment où effectivement on a décidé à un moment donné, à la fin du 18e, que le mariage n'était plus un sacrement et que les parties pouvaient mettre fin à l'union matrimoniale, qui n'est plus une union ad vitam, donc voulue et consacrée par Dieu, que c'est les parties qui décident, les parties autonomes, ils décident donc de la fin de la vie matrimoniale, de la fin du contrat, de traiter le mariage non pas comme un sacrement mais comme un contrat. Cette notion en fait permet de imaginer plusieurs formes de vie familiale. Et d'ailleurs, j'explique aussi que si vous prenez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme dit quelque chose de très intéressant en matière familiale, en matière d'application de l'article 8, c'est nous ne sommes pas là pour savoir ce que l'État dit et la famille. Donc la France peut tout à fait interdire la GPA, mais la France n'a pas droit à violer l'article 8, la vie familiale de l'enfant qui est issu du GPA dans un pays où la GPA est tout à fait légitime. Donc, et de même, la Cour européenne avait dit, par exemple, aux autorités, à l'État Royaume-Uni, vous n'avez pas le droit de considérer qu'il n'y a pas de vie familiale avec, donc, dans les relations qu'il y a un enfant, en l'occurrence deux filles, avec son père transsexuel, puisque, effectivement, vous savez les droits peut-être à l'époque de ne pas admettre le changement à l'état civil, bien que plus tard la Cour a condamné également le Royaume-Uni, mais effectivement, vous ne pouvez pas considérer qu'il n'y a pas une vie familiale. Autrement dit, c'est construit une casuistique de la vie familiale qui est finalement à l'image de justement cette idée que je mets en avant, cette idée de contrat, c'est-à-dire la Cour va regarder comment les gens font famille. C'est-à-dire la Cour ne va pas faire comme a fait notre ami Bellamy, dire du haut, ça c'est la famille, voilà, Monseigneur dit ça c'est la vie, et j'impose ma vision de la vie, puisque l'État empêche de faire ça, ça et ça. Donc vous voyez, la Cour ne fait pas dire ça c'est la famille ce n'est pas la famille nucléaire, ce n'est pas uniquement la famille où les enfants sont issus d'un rapport charnel ou d'une adoption par un couple hétérosexuel. Non, la famille c'est quoi? Eh bien on ne sait pas trop ce que c'est. Mais au fur et à mesure que la jurisprudence avance, c'est construit toute une casuistique de la Cour européenne des droits de l'homme, où on va voir que finalement, par exemple, le réflexe du juge européen est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qui s'est comporté comme parent. Alors, le code civil du pays dit, ben non, le code civil du pays dit, eh bien non, là vous n'êtes pas père, vous n'êtes pas mère. Donc la Cour dit, mais moi, en fait, je ne tiens pas compte de ce que dit le code civil du pays en question. Moi, j'interprète la Convention. Et quelle est la personne qui s'est comportée comme parent, à l'occurrence? Prenons l'exemple du transsexuel. Donc la personne qui s'est comportée comme parent, c'est cette femme devenue homme qui accompagnait à la clinique l'autre femme, qui est mère biologique, et donc qui a eu ses projets parentaux avec cette autre femme. Qui a éduqué les enfants?
Eh bien, c'est ces transsexuels. Qui est allé à l'école? Qui prenait des vacances? Qui signait les bulletins scolaires? Eh bien, bon, finalement, il y a une vie familiale de facto, et c'est cette vie familiale de facto qu'il faut protéger. Ce n'est pas du tout un modèle préétabli intérieur à la vie des gens, mais c'est la vie des gens, c'est la manière dans laquelle les gens font famille qui doit être protégée. Et donc, c'est à partir de cette idée, et surtout du fait que, ça, une question d'une manière un peu plus intellectuelle, académique, puisqu'en fait, je fais de la théorie du droit et j'étais toujours surpris que les grands théoriciens du contrat social mettent tout de suite dehors la problématique du contrat. Si vous lisez par exemple Rousseau, ou si vous voyez les contractualistes anglais, Locke, Hobbes, même Rawls, donc un contemporain, on peut parler du contrat social, tout est donc, d'un point de vue politique, tout est matière à convention, puisqu'en fait le contrat social c'est justement la manière dans laquelle on s'arrache à la nature, on peut constituer les politiques à partir d'une volonté libre et d'un accord de volonté. Mais prenons par exemple le contrat social de Rousseau, à la première page, Rousseau dit la famille, elle n'est pas dans les contrats. La famille c'est un phénomène naturel, donc c'est un fait de nature. Donc, il ne rentre pas dans la délibération contractuelle qui va faire donc objet du contrat social. Et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait cette faille du contractualisme, dans la théorie contractualiste, où les grands penseurs du contrat social avaient écarté la famille, et il y a un phénomène de naturalisation de la famille qui va se prolonger tout au long du droit et des débats politiques, et on le voit même jusqu'aujourd'hui, où cette idée extravagante de un papa, une maman, comme a dit le Conseil d'État à l'époque, ni un de moins, ni un de plus, est tout à fait contraire à toute l'histoire juridique du droit à la famille, est tout à fait contraire à toute l'idée de filiation qui se détache complètement de la notion de procréation, mais qui fait sens commun, qui suffit de peu pour qu'il y ait des manifs et pour que donc, un mouvement politique puisse donc apparaître comme presque du sens commun, justement de dire un papa, une maman, et que ça c'est évident, qu'on va priver l'enfant soit du père, soit de la mère, et que l'État doit garantir le fait qu'il y ait un papa et une maman. C'est étrange, parce qu'en fait, on voit qu'en France, depuis l'année 66, il y a la possibilité d'une adoption plénière par l'individu, et donc on sait très bien que l'État et la loi a décidé en France, depuis 66, qu'un enfant puisse être issu d'un homme seul ou d'une femme seule par l'adoption plénière individuelle. Et bon, j'ai demandé à mes étudiants, par exemple, d'aller voir, de faire une petite enquête auprès du débat parlementaire de l'époque. Et regardez si c'est la fin de la civilisation, le fait de pouvoir permettre qu'il y ait des enfants sans père ou des enfants sans mère, enfin, surtout maintenant avec la PMA pour toutes, qu'il y ait donc la PMA sans père. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en France? Je ne suis pas français, je suis un observateur et presque un anthropologue de la société française et du droit français. Quand je dis, allons voir ce qui s'est passé en 66, concernant justement le fait que là, on a privé l'enfant soit du père, soit de la mère. Eh bien, en 1966, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. La loi est passée comme ça, comme lettre à la poste. Donc, vous voyez, je pense que ce qui a été débattu, et ce qui est débattu depuis une vingtaine d'années, c'est pas tellement le fait que s'il faut le papa ou la maman, parce qu'en fait, on voit bien que l'adoption plénière de l'individu avait déjà tranché le débat. Il y a la possibilité en France d'avoir un enfant sans père ou sans mère. Ce qui va poser débat, à mon avis, c'était l'émergence des familles homoparentales. Et ce qui a fait un peu horreur, c'était le fait, effectivement, qu'il y ait des agencements familiaux de type homosexuel. Dans le débat, ce n'était pas tellement qu'il y ait le père ou la mère, mais c'était est-ce que c'est bien pour un enfant d'avoir des parents homosexuels ou des parents du même sexe. Bon, effectivement, il y avait derrière tout ça, il n'était pas explicité comme tel. Donc en fait, j'ai repris un peu tous ces débats depuis des années pour essayer d'expliquer d'où venaient les problèmes, de pouvoir penser autrement la famille, de pouvoir penser la famille non pas à partir d'une idée modélique, de pouvoir penser la famille comme nous le propose la Cour européenne des droits de l'homme, qu'elle est bien attaquée par beaucoup des gens et de mes collègues professeurs de droit de la famille, justement parce que la Cour ouvre la possibilité à toute une construction familiale variée. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais ça va jusqu'à ce qu'il y ait la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il y ait la liberté des adultes à pouvoir faire des choses, des actes qui soient donc produits de leur autonomie et d'un choix libre. Et surtout en tenant compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc à partir de cela, je pense que c'est contractualisable non seulement la dimension horizontale, puisqu'effectivement aujourd'hui, même les professeurs conservateurs de droit sont d'accord pour ne pas revenir sur le divorce, par exemple,
Donc effectivement, il y a une idée assez partagée que la contractualisation est déjà effectuée au niveau horizontal, c'est-à-dire au niveau du couple. Tous les problèmes est justement la possibilité de contractualiser au niveau vertical, c'est-à-dire au niveau de la filiation. Alors, ce qui s'est produit, c'est une chose assez intéressante à voir d'un point de vue politique, c'est que même les professeurs progressistes se sont dit, eh bien, on est allé peut-être trop loin dans la contractualisation au niveau horizontal, c'est-à-dire, bon voilà, avec les familles recomposées, avec la moyenne donc, de 3 divorces par couple en France, le fait qu'un mariage dure à peu près 3 ans, qu'il y ait tellement de concubinage, qu'il y ait un éclatement tel de la vie conjugale. Donc on s'était dit, bon, on a fait le deuil de la dimension institutionnelle du couple, et donc il faut peut-être réinstaurer la vision institutionnelle de la famille, non pas au niveau horizontal, puisque là les batailles et la guerre est perdue, mais plutôt au niveau vertical, c'est-à-dire voir l'institution familiale comme étant non pas l'objet d'un choix, l'objet d'une décision des personnes adultes libres et consentantes, mais comme étant quelque chose qui est plutôt de l'ordre public, qui est plutôt quelque chose à laquelle on ne peut pas déroger par la volonté et que l'État doit veiller donc que ça se passe comme ça et pas autrement. Donc on les voit en matière de filiation. C'est pour ça que tout le monde est d'accord avec moi dans la dimension contractuelle au niveau horizontal, et à peu près tous mes collègues des droits de la famille sont contre moi dans la dimension donc contractuelle au niveau vertical, au niveau de la filiation, puisque là, la loi française, le droit français considère que la filiation est d'ordre public. Alors que moi, je propose aussi qu'il y ait donc un recul de l'ordre public en matière de filiation, et que de ce point de vue-là, on puisse aussi penser la filiation par contrat. Et je prends effectivement la figure peut-être la plus, la figure par antonomase donc d'une filiation contractualisée, qui est la gestation pour autrui, puisque là on voit qu'on a besoin d'un certain nombre de différents donc, agents dans les processus de concrétisation d'un projet parental, où on a besoin donc à la fois des personnes qui seront géniteurs ou génitrices et de personnes qui doivent nécessairement aider, à l'occurrence la femme porteuse, à pouvoir mener à terme un projet parental, puisque dans un couple, ça dépend si c'est un couple qui serait un couple donc commanditaire, ou qui est un couple d'intention, ou une personne, bon, que sais-je encore, et c'est possible que ce soit 3 personnes, et une tierce personne qui serait la femme porteuse, qui permettrait donc de mener à terme ces projets parentaux. Et donc là, on voit qu'il y a tout un certain nombre de problèmes, y compris des problèmes techniques. Dans l'ouvrage, j'ai traduit et je propose aussi un certain nombre de contrats qui sont très développés dans des pays très sérieux, parce que contrairement à ce qu'on pense en France, ce n'est pas du tout le marché sauvage qui fait les choses par la loi du plus fort. Bien au contraire, dans toute cette matière, il y a à la fois une nécessité d'avoir des avocats de différents partis. Les agences, par exemple en Californie, vont elles-mêmes proposer des femmes porteuses qui sont elles-mêmes sélectionnées par l'agence en fonction de beaucoup de critères, et aussi qu'il y ait à la fin de tous les processus une homologation judiciaire. Donc on n'est pas du tout dans un libéralisme total, dans un contrat de service total en matière de gestation pour autrui. Et je ne sais pas, j'ai encore une minute, c'est juste pour terminer, peut-être si après on échange. C'était en fait en matière de gestation pour autrui, qui était ce que je propose comme exemple de la contractualisation en matière de filiation. Je crois que le débat qui me semblait le plus intéressant, c'était surtout de voir 2 courants qui se dessinent au niveau international. Je fais un peu de droit comparé. C'est soit les pays qui ont choisi de faire un service public de procréation et de considérer donc qu'à la fois les questions, que ce soit l'interruption volontaire des grossesses, des PMA, tout ce qui est à voir avec la reproduction ou la non-reproduction, soit donc organisé par sous la forme du service public, comme une question de justice procréative, enfin, je pourrais prendre les arguments de Rawls, ou les arguments plus libéraux de considérer qu'on peut imaginer la contractualisation en matière de filiation à partir des contrats, et en particulier d'un contrat des prestations de services, où la femme porteuse serait celle qui prête ce service, donc de porter l'enfant pour à la naissance le donner aux parents d'intention, qui souvent aussi sont les parents qui ont fourni souvent donc, les gamètes.
Donc voilà ce que je propose dans l'ouvrage. Je donne beaucoup d'exemples, y compris par exemple quelque chose qui avait beaucoup fait parler aussi et qui a eu beaucoup de débats dans ce que j'ai proposé, c'était la question de l'accouchement sous X. Et je suis favorable à l'accouchement sous X. Et non seulement je suis favorable à l'accouchement sous X, mais je propose aussi que ce soit élargi aux hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui peuvent abandonner légalement un enfant, mais l'homme qui est géniteur peut, par le droit, en fait, on peut imposer un homme, par la loi, on peut imposer à un homme une paternité. Autrement dit, un coït fécond fait de l'homme père. Alors que ce même coït fécond ne fait pas de la femme la mère, puisqu'elle peut évidemment avorter, elle peut aussi, enfin, tous deux peuvent utiliser des moyens de contraception, mais la femme peut aussi, jusqu'à la 12e semaine, faire une IVG, et en fait, à la fin du processus, pour la femme, c'est toujours possible d'abandonner légalement l'enfant, ce qu'on appelle couramment l'accouchement sous X. Mais il n'existe pas un accouchement sous X pour les hommes, et je propose aussi le fait qu'on puisse faire en droit, donner la possibilité aussi pour un homme de pouvoir abandonner légalement l'enfant qu'il n'a pas voulu, de telle sorte que si l'enfant il est voulu, soit vraiment par les accords de volonté, et que ce ne soit pas, et c'est avec ça que je vais conclure avant d'échanger avec vous, c'est en fait que ne ce soit pas les capacités physiques qui font famille, mais que ce soit les capacités intellectuelles, les capacités spirituelles, c'est-à-dire le projet parental. Je place donc dans mon ouvrage les projets parentaux, la volonté, au cœur du dispositif, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où le cœur du dispositif en matière de droit de la famille, et en particulier de la filiation, repose plutôt sur le biologique. Très bien, je crois que c'était un résumé très clair de l'ouvrage. On va prendre des questions, sinon moi j'en ai, je peux rebondir sur des aspects particuliers, mais est-ce qu'à ce stade vous avez des questions qui seraient peut-être plus intéressantes? Non? Est-ce que dans le cadre d'une GPA, vous seriez en faveur d'une rémunération pour la mère porteuse? Oui. D'accord. Vous voulez que je développe? Oui. Oui. Donc en fait, aujourd'hui on a différents modèles. Enfin, on a deux grands modèles. Il y a un modèle, on peut dire altruiste, et un modèle où la femme porteuse serait rémunérée. Bon, moi je suis plutôt favorable à ce qui est pas, ça n'émerge pas comme ça du rapport de Génération Libre. Enfin, j'ai fait la préface et on n'était pas tous d'accord. Moi je donne mon opinion personnelle. Moi je pense que la rémunération, peut-être ce n'est pas l'argument politique porteur, parce que dès qu'on parle de rémunération en France, tout le monde est dit, mais de quoi, c'est pas possible, parce que c'est la marchandisation, et tout de suite, c'est les femmes pauvres qui vont devoir donner leur corps aux couples riches pour faire des enfants. Donc en fait, apparemment, ça ne porte pas l'argument de la rémunération d'un point de vue politique, de ce qu'il faut être dit pour que la loi puisse passer en France un jour. Je ne sais pas si ça va passer. Si un jour ça peut passer. Mais moi, je pense que l'expérience du droit comparé, de ce que je vois au niveau international, c'est d'une part que la patrimonialisation, en fait, le fait de payer est une garantie aussi du service et est une garantie aussi de la non-exploitation, justement parce qu'on peut choisir, aux États-Unis, par exemple, en Californie, c'est des femmes qui ont déjà l'enfant et qui sont déjà des femmes qui ne se trouvent pas dans une situation de nécessité économique. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, on peut payer. C'est des femmes en fait, qui ne le font pas nécessairement par contrainte économique, et ça marche bien. Et aussi du côté donc, des parents d'intention, je crois que d'un point de vue de la sociologie, de ce que j'ai pu lire, de la littérature comparée en sociologie, je ne suis pas sociologue, mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, de la part des parents d'intention, il y a plutôt une demande des femmes qui soient donc en une bonne position économique, parce que on ne fait pas un projet parental aussi important, aussi lourd en conséquences, aussi grave, pour simplement épargner de l'argent et le faire avec, dans des pays où on exploiterait quelqu'un qui ne se ferait pas payer suffisamment, qui ne se ferait pas payer du tout. Alors et après, la solution un peu hypocrite, où on dit non, on va pas payer, parce que payer c'est marchandiser, tout ça, et qu'il n'y a pas de prix. Et alors après, on met à côté, tu as des choses comme indemnité, allocation, remboursement, et à la fin de compte, on arrive à $30 000, qui doit être le prix de ce qui serait payé normalement dans ce qui serait un marché donc normal.
Et vous ne pensez pas que la loi aurait plus de chances de passer si justement on restait dans le cercle du bénévolat et après élargir la loi s'il le faut à des cas où on choisirait une tierce personne qui n'a rien à voir, par exemple, avec le noyau parental? C'est certain, je pense qu'en France, vous voyez, déjà on a inventé ce qui est GPA éthique ou GPA altruiste. Bon, ce qui s'est fait au Royaume-Uni depuis 1985. Bon, si l'on dit altruiste, éthique, c'est un peu pour montrer que nous, on n'est pas comme les anglo-saxons dans l'horrible marchandisation et que c'est l'altruisme. Peut-être que politiquement, c'est ça qu'il faut dire, je ne sais pas. Mais ce qui m'a plu du travail que je fais avec Génération Libre, c'est que ce n'est pas un parti politique, c'est pas, il n'y a pas de langue de bois, il y a une réflexion libre, donc en fait, on peut dire les choses sans tenir compte de ce que c'est les calculs politiques. Voilà, vraiment de mener une réflexion qui soit cohérente, qui soit aboutie. Et je pense, comme l'avait dit Gaspard sur l'affaire Moore, bon, j'avais suivi de près cette affaire donc, en Californie, et à la fin, donc, on a dit à M. Moore, voilà, vous n'êtes pas propriétaire de vos cellules, donc on vous laisse avec quelques milliers de dollars au lieu de quelques centaines de milliers de dollars, mais vous gardez toute votre dignité. Donc parfois, l'argument de la dignité est un argument un peu court sur la demande concrète aussi des gens qui est liée à des dédommagements ou à des choses qui relèvent effectivement de l'argent. Mais c'est tellement tabou en France de parler d'argent. Mais bon, je pense que la dimension patrimoniale, souvent, est bien plus protectrice que la dimension dignité humaine, altruisme, éthique, etc. Puisque, effectivement, le juge est obligé d'évaluer quelque chose qui est de l'ordre d'un effort, d'un dommage. Enfin, en l'occurrence, de Moore, c'était un dommage. En l'occurrence, d'une femme porteuse, c'est l'effort du travail fourni pendant 9 mois pour permettre à autrui la concrétisation d'un projet parental. Une autre question sur le GPA, peut-être? Bonjour, alors moi ça passe sur la GPA, ce serait sur l'ensemble plutôt de votre livre. Comme je suis plutôt intégralement d'accord avec ce que vous dites, quels est selon vous les éléments bloquants par exemple en France, dans la société, dans la législation française, pour qu'on applique ce genre de réforme de programme? Quels sont les éléments bloquants que vous voyez en premier lieu? Je pense que ce qui bloque, c'est il y a une... En général, en matière de droit de la famille, et en particulier en matière de GPA, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de consensus, une espèce de front idéologique en France qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout le monde est d'accord pour dire que tout ça c'est affreux, voilà. Et c'est pour ça que j'ai organisé ces colloques à Paris 2 avec le titre Penser la GPA, parce qu'en fait il me semble que c'est plutôt de l'ordre de l'impensé, ou la possibilité de penser, c'est l'anathème, c'est les crimes contre l'humanité, l'esclavage. Au lieu de justement être dans une dimension dialogique, de dialogue, d'échange, pour pouvoir penser les choses, c'est tout de suite dire que c'est affreux. Et à peu près toutes les forces politiques sont d'accord. Je ne dis pas que la société civile, bien sûr que non, les associations, non, la société civile, non. Mais les partis politiques, vous voyez, il n'y a aucun parti qui revendique ça, il n'y a aucune force politique qui le fait, politique dans le sens des partis de gauche ou de droite, d'extrême gauche, que ce soit au nom de la dignité humaine, que ce soit au nom de la dignité de la femme, que ce soit au nom de la lutte contre la marchandisation du corps, que ce soit au nom de valeurs religieuses, tout ce que vous voulez. Cet étrange consensus de l'extrême gauche à l'extrême droite fait que la France n'est pas apparemment les forces politiques. Mais après, quand vous voyez les sondages d'opinion, moi j'ai regardé les derniers sondages d'opinion, on était à peu près 60% de la population qui était favorable à la GPA. Bon, il y a toujours ce décalage entre les élites politiques et la population, alors que la population, on l'avait vu aussi à l'époque du Pax, on l'avait vu aussi à l'époque du mariage pour tous. Bon, il y a une population qui est plus peut-être à l'avance que les forces politiques sont censées représenter la population. Je pense la France est un pays, vous savez, je viens d'un pays très catholique. Moi-même, j'étais éduqué par les catholiques, j'étais dans des écoles jésuites, j'étais dans des universités jésuites, j'ai fait du droit canonique, j'ai étudié la théologie, je connais de l'intérieur tout ça. Et je suis mais vraiment à un point stupéfait et frappé d'arriver en France, un pays qui est laïque, qui se présente comme un pays laïque, et de voir à quel point c'est un pays extrêmement canonique, en tout cas en matière de droit de la famille, et les arguments utilisés et déployés par les professeurs de droit de la famille, et par les législateurs, et par les juges. Enfin, c'est vraiment une pensée très très canonique qui est liée à ces passés colonial, à ces passés catholiques de la France.
Je dis colonial dans le sens qu'effectivement, comme tout à l'heure je parlais de cette colonisation de l'esprit du marxisme qui a colonisé l'esprit de droite, je pense qu'il y a donc une forme de colonialisme de la pensée religieuse sur la pensée laïque, qui a une transposition qu'on la voit directement. Je peux vous expliquer après comment l'idée de non-patrimonialité du corps, d'indisponibilité du corps, c'est un passage direct d'une doctrine naturaliste des années 80 à la jurisprudence du Conseil d'État. Alors qu'il faut savoir qu'en France, il y avait des GPA légitimes jusqu'à fin des années 80. Il y a eu des cas de GPA, des enfants nés par GPA, et il y avait un raisonnement des juges qui était tout à fait favorable à la GPA jusqu'au début des années 90. Bonjour. Donc ma question, elle est beaucoup plus sur la naissance sous X. C'est-à-dire qu'effectivement, la partie contractualisation de la relation de création familiale, qui est totalement détachée finalement de la partie biologique, et à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord. Mais en revanche, lorsqu'il y a filiation, il y a aussi transmission génétique et de potentiels problèmes génétiques. Est-ce que le fait qu'il y ait une naissance sous X, on n'a pas le risque de perdre l'information sur des potentiels problèmes génétiques qui peuvent subvenir justement dans la vie de la personne qui n'a pas connaissance justement de ce patrimoine génétique, et néanmoins, ce qui semble être le cas actuellement, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont justement nées sous X, c'est l'information qu'ils souhaiteraient peut-être avoir, au moins de la connaissance des risques potentiels au niveau génétique. Oui. Oui, je ne suis pas contre nécessairement le fait que l'accouchement sous X n'implique pas. Vous savez que depuis 2002, il y a un comité, un conseil, un organisme en France qui permet l'accès à l'information à travers un système où on va demander, quand l'enfant est né sous X, on va demander un certain nombre de données non nominatives à la femme, parmi lesquelles des données, donc il y a des données de santé. Donc la personne pourrait par la suite avoir accès à un certain nombre de données qui ne sont pas personnelles, des données qui ne sont pas nominatives, donc concernant effectivement, et ça dans les hôpitaux, normalement on pose ce type de questions, puis que ça puisse rester dans l'histoire unique de la femme, et qu'éventuellement l'enfant s'adresse à cette commission pour l'accès aux origines personnelles, et que cette commission pour l'accès aux origines personnelles puisse s'adresser à l'hôpital, et puis par la suite avoir ce type d'informations tout à fait concrètes, puisque la loi prévoit aussi qu'il peut y avoir des maladies transmissibles génétiquement. Ça existe aujourd'hui, donc c'est possible. On pourrait même imaginer de l'élargir dans le futur à d'autres formes de situations, comme par exemple la PMA. Donc voilà, mais après il y a tous les autres données, mais tous les autres données, je veux dire, si les gens sont d'accord pour les données, il n'y a aucun problème. Si les adultes, si les donneurs de sperme, tous les donneurs de gamètes, que la mère en fait qui accouche sous X est d'accord après pour donner ces informations, et que plus tard les enfants puissent avoir accès à tout ça, que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'il faut voir quand il y a un conflit. Les droits c'est toujours des conflits d'intérêts. Quand il y a un conflit d'intérêts, c'est la loi qui décide. À l'occurrence, dans les conflits d'intérêts entre les adultes et l'enfant, si l'adulte qui a été donneur, ou si l'adulte qui a fait l'abandon, la femme adulte qui a fait l'abandon d'enfant par l'accouchement sous X, n'est pas d'accord pour voir l'enfant pourrait avoir des informations non nominatives, mais c'est à elle le dernier mot pour dire, moi je ne veux pas rencontrer cet enfant, je décide d'abandonner légalement et je ne le préviens pas. Donc en fait, mais derrière l'idée de ça, je me suis inspiré en fait de l'histoire du droit romain, parce que si vous voulez, en droit romain, pour voir un peu l'idée de cette idée de pouvoir abandonner ses enfants, on le voit quelque chose d'affreux, d'horrible, mais moi je pense que c'est intéressant dans la logique du droit, cette idée de l'abandon, parce que l'idée de l'abandon, c'est pas simplement l'abandon d'un point de vue psychologique. Aujourd'hui, on vit dans une société très psychologisante. En droit romain, l'idée de l'abandon, c'était, vous savez, les ius exponendi, c'était en droit romain, c'était le pater familias, donc qui exposait l'enfant. Donc cet enfant était exposé. Si le père en fait le remettait à la maison, l'enfant était finalement le fils. Mais il pouvait les laisser dehors. Donc en fait, l'enfant pouvait mourir de faim et être mangé par les loups. Enfin, il était donc les ius exponendi, était un des droits qui avait le pater familias, c'est-à-dire une fois que l'enfant naît,
tout à fait légitime, de son épouse légitime, et tout ça, c'était à l'homme de décider si l'enfant était ou pas accueilli dans la famille. C'était un acte de volonté du pater familias. La société patriarcale, bon, c'était comme ça. Après, on est passé à une société de la mater familias, en fait. C'est-à-dire, c'est la femme qui décide parce que c'est l'accouchement qui fait la mère, c'est la mère qui peut décider de désigner les pères par les ADN, et parce que la cassation considère maintenant de droit la preuve, en fait, de la preuve sanguine, et même la preuve d'ADN pour les décisions de procès de contentieux de contestation de la paternité. Donc on est passé de cette idée de pater familias, donc qui va décider de la filiation, à la mater familias. Donc aujourd'hui c'est l'accouchement, c'est l'ADN plutôt qui va décider. Et moi je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y ait pas ni pater familias ni mater familias, donc en fait que ce soit les deux qui puissent à tout moment, enfin à tout moment non, au début, qui puissent abandonner l'enfant pour par la suite pouvoir justement être parents. En fait, autrement dit, que la filiation soit plutôt calquée du modèle de l'adoption, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, parce qu'en fait, on essaye de calquer de plus en plus dans le modèle de la biologie. Alors que dans mon travail, j'essaye de montrer que peut-être l'idée de l'abandon, c'est pour mieux s'adopter ses enfants, y compris ses propres enfants. Mais c'est une idée théorique. Après, bon, je ne dis pas qu'on va abandonner et puis adopter ses enfants, mais c'était justement pour montrer que finalement la filiation est un acte de volonté et que finalement la filiation adoptive dans notre système est celle qui montre le mieux cette capacité de la volonté à pouvoir créer la filiation. Et ce n'est pas par hasard que l'adoption était interdite tout au long du Moyen-Âge et qu'en fait c'est réinstauré par la Révolution française. Le droit canonique interdit l'adoption puisqu'on donne effectivement la prééminence à la filiation biologique. Dernière question. Oui, compte tenu de l'évolution démographique et des problèmes écologiques, est-ce que finalement cette façon de penser la famille, avec par exemple un enfant mutualisé, c'est-à-dire un enfant qui pourrait avoir plusieurs parents adoptants, enfants biologiques ou non, est-ce que c'est pas finalement... Je ne vous vois pas, pardon. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, je ne vous voyais pas. J'étais un peu perturbé, parce que j'entendais votre voix, je vous voyais. D'accord. Voilà. Donc, finalement, est-ce que cette façon de penser la famille, on pourrait appeler ça l'enfant mutualisé, c'est-à-dire un enfant qui peut avoir plusieurs parents, 5, 6 parents. D'ailleurs, on n'est pas trop de 5 ou 6 pour élever un enfant, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus les grands-parents, il n'y a plus tous les collatéraux qui pouvaient soutenir la parentalité. Donc, est-ce que cette façon de créer des familles par contrat, est-ce que finalement ce n'est pas la seule issue, étant donné l'évolution de la démographie et les problèmes écologiques qu'on rencontre aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas, entre guillemets, le vendre comme ça, si ça doit être argumenté d'une façon un peu commerciale? Sachant que moi, je suis complètement convaincue par... Enfin, voilà, j'ai une formation en psychologie et je suis absolument persuadée que le fait d'adopter un enfant, enfin, que l'adoption, la démarche d'adopter son propre enfant ou d'adopter l'enfant de quelqu'un d'autre, que la parentalité choisie est la meilleure des choses qui soient pour l'enfant. Merci. Oui, j'attends l'autre question, je réponds tout de suite. D'accord. Donc en fait, ça existe un peu déjà ça par rapport à l'autorité parentale partagée, donc la délégation d'autorité parentale. On a un peu avancé sur cette idée, mais pas au niveau de la filiation. Mais c'est vrai que ce que je propose, c'est pas simplement qu'il y ait une autorité parentale partagée, une délégation de l'autorité parentale, de telle sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui s'occupent effectivement de l'enfant, qui ont une responsabilité sur l'enfant. Mais je vais effectivement plus loin, puisque je propose qu'il y ait vraiment un lien de filiation avec l'enfant. Et de ces points de vue, oui, je propose la pluriparentalité. D'ailleurs, j'ai suivi une affaire en Argentine, parce que la GPA existe en Argentine, la PMA pour tout. Et en fait, un juge avait demandé l'inconstitutionnalité d'un article du Code civil qui dit qu'on peut avoir les liens de filiation à l'égard de 2 parents uniquement. Et donc là, c'était contesté, puisqu'il s'agit de 3 personnes, dans lesquelles les 3 voulaient avoir donc des liens de filiation avec l'enfant. Pas simplement l'autorité parentale, la responsabilité parentale, mais vraiment des liens de filiation. Et donc on est devant maintenant la Cour suprême dans une affaire d'inconstitutionnalité du Code civil, puisque je défends, enfin je travaille pour l'avocat qui défend la cause, de dire que là il y a 3 personnes qui étaient à l'origine de ces projets parentaux, que ce soit avec l'apport ou pas de gamètes, mais qu'il y a donc des trois parties la volonté de participer à initio du projet parental et que ce sont ces 3 personnes qui doivent être donc aussi inscrites
légalement comme parents. Merci beaucoup, Daniel. Trois éléments. D'abord, une journée entière de conférence que vous avez évoquée tout à l'heure, voilà, Penser la GPA. La semaine prochaine. Donc le 25 octobre à la Sorbonne, pas très loin. Mais je donnerai peut-être les informations dans un mail aux participants. Évidemment, la famille par contrat, que vous pouvez trouver juste ici au PUF. Et puis j'indique aussi le rapport que vous avez préfacé de Génération Libre pour une GPA responsable. On n'a pas beaucoup d'exemplaires, mais parce que Daniel ne va pas rester longtemps, mais vous pouvez vous adresser. On a ici Mathilde Broquet-Courboyer, qui est la nouvelle directrice générale adjointe de Génération Libre, donc n'hésitez pas à venir la voir. Et je cède immédiatement la parole à Édouard, qui anime une table ronde.